collectif de la recherche Maïs-Adour sur Noël Meunier. Et nous sommes plusieurs collaborateurs qui ont succédé au cours de cette journée massive en seul. Donc je remercie moi aussi, merci les services qui ont produit ça s'appelle Masse quelque chose, donc Masse voilà, finalement, je vais me positionner, je vais me positionner très en amont, et moi je vais vous parler de la semaine de l'industrie sur les médias, c'est notre métier, donc vous donner une idée de l'évolution de la sélection et de la génétique pour principalement les grandes cultures, c'est un domaine, et c'est pas très éloigné des préoccupations d'Agritel et du marché, et c'est même un complément indispensable. Puisque, vous savez, autrefois, il y a quelques années, les prix étaient encadrés et la variation de votre produit, c'était beaucoup la production. Il y a notre métier et notre responsabilité, c'est de maintenant vous apporter un élément de stabilité par la génétique, régulariser vos récoltes. Je pense qu'en potentiel, on sait faire 184 de maïs, 220-130 de blé, 60 de tournesol, encore plus jeune que seul, sauf que le 130 ou le 180 avec une affaire de 20 à 180 cette année. Donc ça va être un des exemples que je vais proposer dans cette présentation. J'espère pas mourir. Voilà, donc vite fait le plan. Donc on va, pour vous illustrer comment s'oriente la sélection des plantes, je sais que vous venez de la France, de toute l'Europe pendant 15 jours, mais on va prendre un exemple qui est la tolérance à la sécheresse du maïs. J'aurais pu parler de la résistance à certaines maladies qui font le sol, ou d'autres choses comme le colza, mais je pense que c'est un exemple environnemental qui concerne beaucoup de gens. Vite fait, même si ce n'est pas le sujet du jour, et vous viendrez nous voir, vous connaissez un peu les citoyens classiques, mais vite fait, pour vous dire en quelques mots ce qu'est cette semence, ce qu'est notre mission. Ça peut vous sembler un slogan publicitaire, sauf que nous sommes la filiale d'un groupe coopératif. Les patrons, c'est vous. Les patrons, c'est les 8000 agriculteurs actionnaires ou adhérents de la coopérative Maïs-Adour, donc ce sont mes patrons, ce sont mes clients. Ça veut dire que j'ai un minimum d'éthique vis-à-vis des agriculteurs à respecter, parce que le patron me le rappelle au cas où. Ça veut dire aussi que nous sommes comme ça, là, main à main, gagnant-gagnant, comme on dit, pour avoir un seul objectif, qui est de remplir les remorques, alors même bien les vendre, donc c'est la vitesse. Et donc, on peut faire des erreurs, mais on ne peut pas trop faire de conneries quand ça s'appelle Maïs-Adour Semences, c'est qu'on a un conseil d'administration d'agriculture. C'est ce que ça veut dire. Si mon patron est un fonds de pension américain, je raisonnerai différemment. Un extrait de ce que vous pouvez voir sur notre stand. Donc, notre métier consiste à créer des hybrides de maïs, de tournesol et de colza pour toute l'Europe. Ces ces diapos illustrent notre dispositif européen en recherche. C'est notre premier métier, la sélection des hybrides. C'est un réseau qui couvre toute l'Europe avec parfois de 600 et 200 sites d'essai. Notre deuxième métier, c'est de produire des semences. Et on est comme avec elle. On a un gros pied en Europe de l'Ouest, en France, et un deuxième en Ukraine pour produire des semences. Et enfin, nous avons un réseau de promotion et de commercialisation qui couvre toute l'Europe via plus filiales et quelques partenaires. Mais bon, ce n'est pas le propos du jour, et pour en savoir plus, je vous invite à venir nous voir sur notre stand ici, en et, comme l'a dit M. Poncier, à approfondir des sujets sur les semences, sur la génétique. Il n'y a pas de problème. J'ai une bière. Voilà. Je ne peux pas vous parler de ma grande difficulté pour moi, c'est de vous résumer un boulot qui demande 15 ans en général, c'est le temps qu'il faut pour créer une variété, donc il faut que je fasse ça en 20 minutes. Et puis, dans un jargon compréhensible, parce que dès lors qu'on est dans le domaine de la recherche, ça devient très technique, ça devient très scientifique, et compréhensible, ça ne veut pas dire que vous êtes des âmes, bien sûr, mais ça veut dire que chacun son domaine, et on est, nous, un peu en recherche, plutôt dans le médical.
Notre présentation, elle n'est pas personnelle, elle est très simplifiée, voire simpliste, mais le but c'est que vous compreniez l'essentiel de notre métier, de l'évolution, et qui est la troisième phase, qui est de plus en plus l'introduire, alors ce qu'on appelle les biotechnologies. Je vous rappelle, je vous dis que les biotechnologies, c'est pas les OGM, parce que la question va être posée, mais ce sont des méthodes laboratoires qui permettent, comme dans le domaine médical, qui nous permettent de voir ce qu'il y a dans les plantes et donc de guider notre travail. Voilà. Je suis en 3 diapositives pour situer le sujet. Voilà ce que sont les principales étapes d'un programme de sélection. Alors il faut avoir les photos l'illustrent un peu. Ça marche ça ? Il faut avoir des ressources génétiques. Donc je prends le cas du maïs et donc je pourrais prendre d'autres espèces. Il faut avoir des ressources génétiques, c'est-à-dire des banques de gènes, c'est-à-dire des lignées, des variétés, des populations qui viennent de maïs, d'Espagne, de France, etc. Et bien sûr, surtout des lignées de maïs améliorées. Il faut choisir, croiser des plantes, faire un travail en pépinière, donc venez nous voir à Mont-de-Marsan, à Blois, à Vic-en-Bilbao en Allemagne ou en Roumanie, et venez bosser, venez bosser en France si vous voulez, on prend des stagiaires. Il faut créer des lignées qui vont être les futurs parents des hybrides. Donc un hybride est le croisement entre 2 lignées pour les plantes qu'on appelle allogames. C'est pas vrai, il y a des billes. Mais c'est pas vrai pour la plupart des céréales à taille, mais les plantes qui nous concernent, les hybrides, sont fabriquées à partir de 2 parents. Donc notre métier, c'est de sélectionner les parents et faire que leur enfant soit très bien. D'ailleurs, dans notre métier, les parents ne sont pas terribles. Si vous voulez voir, et lignée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le phénomène hétérodys, le phénomène de guillerine. Et puis, il faut en faire des tas d'hybrides expérimentaux pour tester la valeur de ses parents, des lignées. Et quand on a des bons parents, on pense qu'on a des bons parents, et bien on prend les meilleurs qui ont une bonne aptitude générale à la combinaison, et on va en faire les hybrides qui vont se retrouver dans le champ. Il faut tester tout ça en Europe, ça représente un champ d'essai, il faut les inscrire, c'est une question réglementée, encadrée, certifiée, et ce cycle-là représente donc, depuis un départ original jusqu'à la fin, c'est 10 à 15 ans et c'est quelques millions d'euros. Je ne le cours pas. Voilà. On n'insiste pas trop, il faut faire de tout dans ce métier, il faut être au champ, il faut faire de l'informatique, il faut faire de biotechnologie, il faut être biologiste, pathologiste, il faut être fondamentalement paysan, il faut être agronome, il faut savoir cultiver des plantes, les mesurer, les observer, les récolter, les peser, ce que vous faites à plus grande échelle. Nous, on fait ça sur 200 000 parcelles. Voilà, et nos récoltes et les grains sont de plus en plus valorisés par leur contenant, donc les aspects teneur en vie, la protéine, digestivité, mucilage, etc. sont des critères importants. Ce qui est nouveau depuis pas mal d'années, mais ce qui s'accélère, c'est l'emprise des méthodes biomoléculaires dans ces programmes de sélection. Premier point, eh bien, un minimum, et ça, absolument que vous compreniez ça, je pense que vous connaissez ça, c'est ce qui nous gouverne, ce qui fait notre caractère, que ce soit les hommes, les plantes ou les animaux, c'est la génétique. Il y a 46 chromosomes dans le génome humain, donc chez vous, il y en a 42 dans le blé, il y en a 20 dans le maïs, il y en a 34 dans le tournesol, etc. C'est l'information génétique portée sur les chromosomes qui va donner les caractères pour les plantes de hauteur, de précocité, de floraison, etc. Et c'est la combinaison de ces nombreux caractères qui fait qu'on va avoir du rendement, de la tolérance, de la résistance, etc. Certes, le débat sur, je sais pas, kiné et lactique, certes, l'éducation c'est important et l'itinéraire culturel, c'est la façon de cultiver les plantes sont très importantes pour obtenir le rendement. Ça pourra toujours insister là-dessus. Mais le potentiel d'une plante est porté par son information génétique, donc par ce qu'on appelle le génome. Et les méthodes biomoléculaires, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que c'est les 40 diapos qui suivent, vous allez utiliser ça à chaque fois. Les méthodes biomoléculaires nous permettent de connaître, ce qu'il y a dans le génome. Donc, il y a des marqueurs, il y a des cartes génétiques, d'orienter la sélection,
nous permettent de renouveler la génétique, c'est-à-dire qu'il y a des plantes, on arrive à en faire des embryons et à les régénérer. On sait cultiver ce qu'on appelle non pas des grains, mais des protoplastes, c'est-à-dire des morceaux qui sont dans le grain. On arrive à les modifier, ce sont les fameux GMO ou OGM, on arrive à les muter aussi, c'est-à-dire obtenir des résistances naturelles aux herbicides ou à d'autres choses, par mutagénèse. Et puis, grâce à ces méthodes biomoléculaires, on accélère la sélection parce qu'on sait faire maintenant la lignée un peu barbare des plantes diaploïdes. Donc, en une génération, on a des lignées fixées. On sait cultiver des embryons et puis on sait trier certes au champ, mais aussi au sol. Et ce petit schéma-là, je vous le montrerai au stand. Ouais. Et ça explique un peu une photographie de notre génétique maïs, là, et donc les différentes familles classées en fonction de leur génome. Voilà les préalables, rapides, mais je pense qu'on va essayer d'être plus simple pour expliquer comment ces méthodes sont le futur, c'est le thème de la convention, sont le futur de la sélection et des nouvelles semences que vous aurez dans vos champs. Pendant un siècle, le début de la génétique moderne, c'est 1900, c'est Mendel et compagnie. Pendant un siècle, les agriculteurs ont tous été sélectionneurs. Et ce sont les premiers sélectionneurs. Et les sélectionneurs du nord de la France, les familles céréalières que vous connaissez, les Gaulois, etc., et les Maïsadour, les grands-parents de Maïsadour, ce sont des agriculteurs qui se sont dit, je vais sélectionner des plantes. Donc le travail démarrait au champ. Le travail démarré au champ, et du champ, par des tas de procédés, par des tas d'observations, par des tas de méthodes, d'essais bien sûr, on trouvait de la bonne génétique, comment on dit, des bons génotypes en disant, finalement, après plusieurs années, j'ai des bonnes plantes parce que c'est de la bonne génétique. Depuis 10 ans, ce qui s'accélère, c'est le contraire. C'est qu'on sait ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans les plantes, et on sélectionne au labo et la bonne génétique, a priori, c'est pas une science parfaite bien sûr, et les bonnes plantes et la bonne génétique, on la repère maintenant au labo avant de la cultiver. Ça va amener à définir deux choses que je vais essayer de définir très très simplement. Dans notre jargon, ce qu'on appelle le phénotype, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous avez dans vos champs, à quoi ça ressemble, les plantes, un grain, etc. Et le génotype, c'est ce qu'il y a dedans, c'est l'analyse moléculaire, c'est les chromosomes, c'est la prise de sang. Un to-be fait comme ça maintenant ici. Donc notre métier, on n'a rien inventé, c'est du médical. Avant, vous aviez vieux to-be de famille, on aurait dit, oh, t'es comme ça, t'es jaune, je regarde l'œil, etc. Tu as ça, ok. Aujourd'hui, vous avez chez un to-be, on va faire les analyses, on verra après. D'accord? C'est la vie. Nous, c'est un peu pareil. Donc ces deux concepts, phénotype, génotype, c'est ce que je vais exposer dans l'exemple de la tolérance à la sécheresse, sachant que, n'ayez pas peur, ou d'avoir peur d'ailleurs, grâce à vous, à la fin, ce qui compte, c'est de remplir la remorque, le tracteur est rouge. Vous êtes prêts? Donc à la fin, quelle que soit la méthode de sélection, il faut que ça marche dans les champs. Voilà, alors nous allons prendre cet exemple où je vais essayer de vous dire comment on peut améliorer, et comment nous avons amélioré, nous sommes en train d'améliorer régulièrement le maïs, c'est l'exemple, pour la tolérance à la sécheresse et le développement de l'agriculture. Pour ça, il nous faut 3 outils pour bosser. Il nous faut plein de choses, ça sera la fin, mais il nous faut 3 outils. Il nous faut des hommes, il nous faut plein de disciplines différentes, il faut quelques millions d'euros, il faut plein de compétences scientifiques, ça, mais il nous faut 3 outils. Le premier outil, c'est un réseau d'essais. À la fin, il faut être capable de dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne dans les champs? Voilà notre réseau d'essais qui concerne les semences, qui nous permet de mesurer. Que vous soyez agriculteur à Beauvais, ou je sais pas, ou dans les Landes, ou dans le Loiret, il faut que vous sachiez qu'il est important pour nous et que c'est une sécurité qui est garantie pour vous. Les prix sont volatiles, mais la génétique, il faut qu'elle le soit moins volatile. Il est important que vous sachiez qu'un hybride qui est ici, là,
Beauvais, par exemple, eh bien, il passe à travers tout ce réseau d'essais où on va se prendre de l'hématosporiose en Autriche, 40 degrés pendant 3 semaines en Roumanie, du soleil à péter le feu en Espagne, etc. Il va se prendre aussi des conditions excellentes où il va faire sous irrigation 160 ou 170 km. C'est-à-dire qu'on a un filtre d'essai, d'observation et de mesure des plantes qui nous permet d'avoir un maximum d'informations et de garanties au moment où on crée une nouvelle variété. Et quand on parle de résistance à la sécheresse, dans cet exemple, alors en 2012, cette année, on va être servi, puisque moi, j'habite là, dans les Landes, là, moi j'ai un voisin qui a fait un gâteau, peut-être même avec une variété comme ça, et son voisin à côté, j'ai fait un tour dans son champ dimanche, il va faire 160. Il va se le 15 mars. Avec la même variété. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que. Alors c'est une fluctuation insupportable, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est une réalité et qui va se passer ici. Les mecs, comme on m'a dit cette année, il y en a, ils ne vont pas passer la moissonneuse dedans. C'est pour ça qu'ils vont monter, bien sûr. Là, ils ne vont rien récolter. Donc il nous faut un réseau d'essais avec un potentiel très variable qui nous permet de trier le bon et le mauvais. Deuxième outil, il nous faut des ressources génétiques. Faire des nouvelles variétés avec quoi? Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, 40 ans qu'on fait de la sélection, donc on a notre banque génétique, quelques milliers de familles, de populations, etc. On ne bosse pas tout seul. C'est pas dans la stratégie, on n'a pas les moyens de bosser tout seul. On est une entreprise raisonnable, modeste à l'échelle mondiale, importante à l'échelle européenne. On n'a pas la prétention d'être beaucoup tout le temps, tous les ans, partout, et de pouvoir faire toutes les espèces sur la faune. Donc on collabore avec des sélectionneurs privés qui ont les mêmes problèmes que nous, avec des instituts. Et donc on a 40, 37 en Maïs, 13 en sol, on a plus 40. Je vais vous montrer mes études, il faut des ressources exotiques un peu quand même. Vous savez que le maïs en l'occurrence vient de l'Amérique centrale. Mais il y a mon collègue Alain Tagarda, qui est là-haut, a été au Vietnam il y a quelques temps, il me dit ouais, j'ai repéré les maïs dans le nord du Vietnam, j'espère que tu as ramassé des grains. Bon, pour la résistance à la sécheresse, il y a des gens qui vont dire qu'ils vont faire des OGM avec des gènes de cactus, etc. Je vous ai plein d'interrogations. Méfiez-vous des charlatans. Moi, je dis, mes patrons sont des agriculteurs, donc je ne peux pas me permettre, je peux faire des bêtises, mais pas donc, mais il y a une bonne variabilité dans la génétique élite, je vous montre un exemple. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qui existe dans l'espèce. L'exemple que je peux vous montrer, il est véridique et malheureusement cruel. Vous vous souvenez peut-être, même si on fait en mémoire, de la fameuse année 2003. Moi je m'en souviens, 40 mm le 3 juin, je crois. La maison inondée d'ailleurs un orage, et après 0 jusqu'au 1er octobre. 0 mm et 3 semaines à 40 degrés. Le maïs magnifique jusqu'au 15 juin, et après rien. Donc, flambée. Et bien malgré tout, il y en a 2 ou 3 lieux comme ça, ou dans des conditions catastrophiques, qui sont cités ici. Nous avons eu des résultats qui sont là. Donc je vous épargne la centaine d'hybrides intermédiaires, mais nous avons eu des résultats. Alors c'est pas glorieux, 35 cadeaux de moyenne, bien sûr, mais avec ces conditions-là. Nous avons eu des résultats où les rendements allaient de 145% à 60%, autrement dit de 20 à 65 quintaux. Et moi, un hybride qui fait 65 quintaux avec pas une goutte d'eau de l'été, avec 42 degrés, etc., ça veut dire quelque chose. C'est ça. Bien sûr, on ne cherche pas à faire des variétés à 60 quintaux, je cherche à faire des variétés qui font 140, 150 et au minimum 160 quand vraiment tout va, 60, quand vraiment tout va mal. Vous ne le prenez pas, vous êtes en train de faire une génétique, une sélection du pauvre en disant je vous garantis des variétés qui marchent bien 75 autres, quelles que soient les conditions. Non. Le sujet, c'est de dire il nous faut une garantie, il nous faut une sélection, et vous, il vous faut une sécurité pour dire quand tout va mal, eh bien, j'ai un minimum de tolérance qui fait que même si j'ai fait un tour de flotte ou pas de flotte, j'ai un minimum de récolte. Ce minimum, pour nous, doit être le maximum. Donc, et en l'occurrence, c'est très concret, puisque vous voyez, on a vu une lignée qui était excellente et qui a disjoncté complètement, et on l'a foutu en l'air, pas foutu en l'air, je le disais, et on en a une autre qui a apparu ce jour-là, qui est dans certaines hybrides actuelles, et qui était capable de faire 140%. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher
chercher des gènes extérieurs et bien des gènes de la variabilité dans le maïs pour faire de la tolérance à la sécheresse. Comment l'exposer? Eh bien, c'est le sujet suivant. À condition de la dépister, d'une part, et le troisième outil, c'est un petit peu. Non, c'est du labo. Le troisième outil, bien là encore, c'est comme le laboratoire d'analyse sanguine. Nous, avec une plantule, un morceau de grain, un morceau de feuille, une plante entière, etc. Eh bien, on a toute une chaîne d'analyse, là, c'est miniaturisé, etc., d'analyse moléculaire, au labo de Mont-de-Marsan, en l'occurrence, qui nous permet d'obtenir le spectre, la radiographie des plantes. C'est ça. Voilà pour ce qui est du maïs. Alors vous avez les 2 x 10, 20 chromosomes. Et ce que l'on sait, avant de regarder le détail, on va pas parler du détail, ce que l'on sait déterminer sur les plantes, c'est tous ces petits traits là que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des marqueurs. Et donc à chaque plante, à chaque variété, etc., on sait, ça c'est l'interprétation, ça c'est ce qui sort de l'ordinateur. À chaque plante, grâce à ces marqueurs, on sait attribuer un profil génétique pour toute variété que l'on a dans notre programme. Bon, vous avez les outils, on a le réseau d'essai, on a des ressources génétiques, on a le laboratoire pour analyser, le réseau d'essai pour mesurer au champ, le laboratoire pour mesurer ce qu'il y a dedans, les empreintes génétiques, on fait de la police scientifique aussi. Eh bien, vous êtes prêts pour lancer un programme de sélection sur la tolérance à la sécheresse. Je vous rappelle quelques données, c'est important. Du détail, aussi, mais ça va commencer à être compliqué, ce qui est un marqueur. On verra ça en détail si vous avez des questions. Il va falloir que vous me croyiez sur parole. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un projet simple et présenté d'une manière simpliste ici? Eh bien, pour faire un travail de sélection sur la tolérance à la sécheresse, il faut qu'on fasse environ 1000 hybrides. Mais pour ce programme, ce n'est pas forcément, c'est pas de suite les hybrides que vous allez avoir, certains des hybrides que vous allez avoir croisés à partir de nos ressources génétiques, où on va prendre les lignées très bonnes et très mauvaises à priori, voilà, c'est la résistance à la sécheresse. Voilà, on les teste environ 40 000 parcelles d'essai, pour les tester. On les analyse, c'est du charbon. On les analyse au labo, donc une capacité d'analyse, ça représente 200 000 data points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 400 000 euros. 40 000 parcelles d'essai. Ce programme-là, ce que je vous montre là, c'est pour ça qu'on ne bosse pas tout seul, un programme de sélection assisté par marquage moléculaire pour trouver la sélection, la tolérance à la sécheresse, c'est 2,4 millions d'euros. Je ne peux pas le faire tout seul en même temps. Bref, on fait tout ça et on teste ces hybrides, on mesure le phénotype au champ, on teste au labo, on mesure le génotype au labo et on regarde ce que ça donne. Et donc, comme il y a 1000 hybrides, maintenant je vais vous passer 1000 diapositives pour voir le résultat de l'outil. Non, d'accord. On va en faire quelques-uns. Pour passer du temps, donc voilà un champ d'essai. Et puis notre hybride numéro 1, quand dans ces lieux européens, je vous ai montré, quand tout est très bon, quand le potentiel est bon, quand la moyenne du rendement, donc dans ces bonnes conditions, est de 145 jours, il fait 105%. Dans des conditions moyennes, grosso modo 115 hectares, il fait 102%. Et puis quand il y a un stress, c'est ça ce qui nous intéresse, quand on fait que 75 jours, quand on fait 75 jours, on a dit c'est qu'il n'y a pas eu d'eau, il n'y a pas de secret, il peut y avoir un fait, il fait que 60%. Voilà l'hybride numéro 1. Ça, c'est donc le résultat de la plante, des épis, phénotype, et on fait son analyse moléculaire, on fait sa carte génétique, on regarde au labo ce qu'il y a dedans. Peu importe. Donc, comprenez bien que pour chaque plante, chaque hybride, chaque épi correspond une empreinte génétique que voici, et ça, on va le répéter X fois pour à un moment donné dire quelle est la relation entre ça et ça. Donc l'hybride numéro 2, je ne vais pas vous passer, on trouve des résultats, et puis voilà cela. Je trouve un hybride
tout d'un coup, dans ce hybride, j'en trouve un qui fait 120% quand les conditions sont très difficiles. J'en déduis, je mesure qu'il a une bonne adaptation au stress. C'est pas mal. Vous avez peut-être remarqué que cet hybride, tout d'un coup, il a un morceau du chromosome qui n'est pas comme les autres. Il y a des différences. Autrement dit, pour l'instant, je constate qu'il y a une différence au champ. Il y a un rendement supplémentaire, plus peut-être en mesure des tables caractères, la floraison, etc. Je constate sur un hybride qu'il y a une différence, c'est-à-dire que là, la séquence génomique, qui est le morceau sur le chromosome numéro 1, n'est pas le même que sur les autres varietés de Très bien, j'en déduis rien avec cet hybride. Je passe sur le suivant, j'arrive au hybride numéro 64, rebelote, comme par hasard, ce n'est pas un hasard, j'ai un très bon résultat dans des conditions très stressantes, entre parenthèses, cet hybride ne vaut rien en gros potentiel, donc vous n'allez pas le trouver dans le catalogue de Lissabourg. Mais, comme par hasard, je disais, je retrouve le même morceau de chromosome, plutôt la même séquence génétique sur ces hybrides-là. Et donc là, c'est la deuxième fois dont je dis, c'est peut-être plus un hasard. Donc vous avez compris qu'en répétant ce travail, en analysant les 1000 hybrides, comme ça, au bout d'un moment, on va trouver qu'il y a une, mais même une deuxième. Voilà, une deuxième séquence de chromosomes, là sur le numéro 8, là, il y a un deuxième morceau qui est impliqué, dont on pense qu'il est impliqué dans la résistance à la sécheresse, et à chaque fois que j'ai un très bon rendement en conditions sèches, eh bien finalement j'ai un deuxième. Je continue, on a repéré le deuxième jour, j'en ai encore un mauvais, là j'en ai un excellent, et j'en trouve 4-5 d'excellents, si j'en ai qu'un, j'en ai pas grand-chose, j'en trouve 4 ou 5 d'excellents. Et puis il y a ce petit truc là sur le chromosome numéro 4, ce petit morceau de chromosome qui est différent des autres hybrides. Là, j'entoure les deux faits. Ce qu'il y a dans le champ, ce qu'il y a dans la plante. Ce que l'on mesure dans nos essais, ce que l'on mesure au labo. Conclusion, il est probable, il est probable que ces 3 morceaux entourés en jaune, ces 3 séquences génomiques, ces 3 morceaux de chromosomes qu'il y a dans les plantes du maïs, sont impliqués dans la tolérance à la sécheresse. Notre boulot maintenant de dire, écoutez, ça c'est 3 morceaux masticaliens, c'est qu'ils soient dans les hybrides cultivés, dans les nouvelles variétés de maïs, et que ça donne une assurance, une garantie, voire une performance de bon rendement quand les conditions sont très stressantes. C'est la manip suivante. Mais je vous rappelle ce que je disais au début. Le but, c'est de ne pas faire des maïs à 60 quintaux. Le but, c'est de faire des maïs à 140 quintaux, qui ont un certain profil génétique. Ici, je l'ai illustré en vert. Plus, pas à la place, plus une capacité de tolérance à la sécheresse. Donc, notre objectif, là, c'est à ces bons hybrides que l'on a en cours de sélection, il faut rajouter le petit morceau du chromosome 1, le petit morceau du chromosome 4 et le petit morceau du chromosome 8 qui vont conférer une certaine tolérance à la sécheresse du maïs. Dit comme ça, c'est simple. C'est même très compliqué, mais le gros avantage de la méthode, c'est qu'on va la faire qu'une seule fois. Alors il faut plein de croisements, et dans chaque croisement, eh bien, avant de semer au champ, on prend nos grains, on fait la photographie génétique, et on vérifie qu'il y a ça, ça et ça, et on va semer que les grains qui contiennent ça. Tous les autres, c'est pas la peine, ils n'ont pas le morceau de génétique responsable de la tolérance à la sécheresse, on ne sait pas. Donc c'est là qu'intervient le travail de laboratoire par rapport au travail de champ, de nommer au champ que ce qui, a priori, peut donner des bons résultats pour la sécheresse.
Rassurez-vous, c'est pas si simple, parce que, dit comme ça, là-dedans, je fais très grossièrement, mais là-dedans, il y a des petits morceaux qui me parasitent. Là-dedans, j'ai des petits morceaux de chromosomes qui me foutent de l'averse, ou j'en ai un autre qui me met une sensibilité au charbon, etc. Donc il va falloir recombiner plusieurs fois pour éliminer vraiment l'indésirable et garder le bon. Donc il y a des combinaisons qu'on appelle antagonistes, il y a des fragments nuisibles, donc ça ne se fait pas en un seul coup. Il n'empêche que, au fur et à mesure des sélections, des cycles de sélection, en cumulant dans nos maïs cette partie-là et cette partie-là, plus le bon, on met le maïs sur la bonne voie de la tolérance à la sécheresse. Et je dirais que c'est du 20-80, un peu plus, c'est-à-dire que quand, par un croisement, par une méthode classique de champ, etc., on avait 20% de chance de trouver une bonne tolérance, là, ce que l'on sait, on a 80% de chance de trouver une bonne tolérance. C'est fondamental. Et surtout, puisque l'on sait que dans le maïs, c'est cette zone-là et c'est ces morceaux-là qui est responsable, bien dans tous les futurs croisements, maintenant, on va veiller à ce que l'on met ça dedans. C'est-à-dire que le manip, on va l'affiner, on va dire que c'est pas tout ça, que c'est un petit morceau de ça, on va dire que là, c'est du bleu là, entre les deux, il ne faut pas, etc. Donc on va affiner, mais on ne va pas le refaire. C'est ça la sélection systématique. Vous savez quels sont les gènes responsables d'un caractère. Maintenant, regardez au labo si vous les avez, et vous êtes sur la voie de la résistance. Donc, cette manip qui est lourde, coûte cher, on va l'affiner, on va la faire une seule fois. Bon, c'est en conclusion. Nous avons une amélioration continue de la génétique depuis qu'on a à la fois les outils, on vit une période chaude, de grande période de sécheresse, depuis 8 ans. C'est récent, il ne faut pas vous promettre dans nos catalogues comme ça les uns les autres, c'est bien mais ça tourne un tel ou un tel, c'est pas exactement. Il ne faut pas vous promettre d'avoir des trucs résistants, etc., vous pouvez y aller, etc. C'est progressif, mais on améliore significativement. Vous appelez Viruma, là, parce que je veux dire, c'est fantastique, c'est une différence que l'on a cette année. Et on améliore grâce à l'évolution de la technologie, c'est quand même ça qui va très vite depuis 5 ans, et à l'extension de notre réseau qui permet d'avoir une grande variabilité de situations. Et cette méthode de radiographie, sélection sur des radios, via les analyses comme de théorie, eh bien on peut l'appliquer et on l'applique à toutes les espèces, maïs, là pour le sol, je pense que les céréaliers font la même chose, même s'il va des hybrides, on l'adapte et on l'utilise pour la tolérance aux maladies, à des parasites, et puis surtout notre réseau, nos 190 lieux en Europe représentent une grande variabilité de conditions, donc on peut détecter ce qu'il y a comme génétique impliqué dans des conditions où on peut mettre moins d'eau, moins d'engrais, moins de ceci, moins de cela, plus. C'est à la carte. Le point essentiel à retenir, c'est que l'objectif, lui, n'est pas de viser plus de productivité, parce que le potentiel d'exemple est déjà pas mal. Le 180 en maïs est courant. Par contre, le climat change, les conditions changent, les techniques de culture changent, c'est ça ce qui va. Quand il y a du soleil, l'eau faut l'enlever. Il faut de l'eau, on se bat pour en avoir. Mon sujet, c'est pas de dire qu'économiser l'irrigation nucléaire à fond, il faut toujours se battre pour avoir des réserves d'eau en France. Mais le potentiel on a, nous, notre objectif, c'est de sécuriser ce potentiel et finalement de sécuriser notre part. Donc que les marchés spéculent, c'est autre chose, mais nous, on peut tous spéculer. Monsieur le conseiller a dit ça démarre au semi, là. C'est bien, c'est notre boulot. Et comme peut y avoir des gens du Nord qui se sont taillés jusqu'au 30 juillet, c'est bien beau ça, mais s'il fait sec en été, il faut au printemps. Conclusion. Écoutez, rebelote. Nous avons du matériel et une bonne tolérance au froid. Je le dis parce que c'est quand même le facteur le plus important aussi
de résistance à la sécheresse, c'est la stratégie d'esquive. Pour le maïs, les autres temps, c'est différent. L'objectif idéal du maïs, c'est une floraison quand, votre avis, quand on doit fleurir un maïs, l'optimum, pour ceux qui en font, le plus tard le 3 juillet. Oui, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Pourquoi? Parce que les composants du rendement se mettent en place pendant l'élongation des jours, jusqu'au solstice d'été, jusqu'au 28 juin, un peu plus. Donc, le potentiel maximum, vous l'avez si un maïs fleurit le 3 juillet. Donc ça veut dire que s'il a eu le temps de mettre en place tous ces composants, c'est-à-dire nombre de grains, nombre de rangs, etc., pendant tout le mois de juin. Et pour ça, l'idéal, ça serait de le semer fin mars, en France. 15 mars en sud-ouest. Pour garantir un semis qui marche bien fin mars, il faut qu'il y ait une bonne résistance au froid. C'est pour ça que je vous prends cet exemple-là, et que bien sûr, on est un peu ambitieux et idéaliste, et qu'à un beau potentiel génétique exprimé par le vert, à une tolérance au sec exprimé par le bleu, et bien sûr que notre objectif est d'empiler aussi un nouveau critère pour à la fin avoir une variété certes productive, mais aussi tolérante au sec et au froid. Ce n'est pas incompatible. Les méthodes de laboratoire nous permettent de viser ça.